Bonsoir à tous. Les élections municipales approchent. Elles auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Dans le Gard, France 3 vous propose 3 débats le mercredi à 21h. Et ce soir, nous mettons le cap sur Alès. Pour l'heure, 7 listes partent à l'assaut de la deuxième ville du Gard, dirigée par le républicain Max Roustan depuis 1995. 4 candidats sont avec nous, avec Tony Sellier de France Bleu Gard-Lozère. Nous allons leur donner la parole pendant 45 minutes. Un rapide tour de présentation tout d'abord. À droite, nous avons Christophe Rivinc, patron des Républicains du Gard, qui représente la liste Alès, celle du maire sortant. À gauche, Paul Planck, tête de liste du Printemps alésien, liste d'union de la gauche au sens large. Michel Toledo avec nous, chef d'entreprise et novice en politique, qui représente la liste Vivre Alès, soutenue par La République En Marche et les centristes. Et puis Francis Bassier, tête de liste des Alésiens d'abord, pour le Rassemblement national. Alès, ville de plus de 40 000 habitants, est donc très courtisée cette année, Tony. Avec évidemment beaucoup de sujets possibles à évoquer. On a choisi ce soir 3 grands thèmes à voir avec vous 4. L'économie, la sécurité et l'environnement. On ouvre le bal avec vous, Christophe Rivinc. D'abord, vous représentez la liste de Max Roustan. Si votre liste est élue, vous serez à terme maire d'Alès. Ça veut dire que l'ère Roustan est terminée et révoquée déjà ? Bonsoir, tout d'abord. Pas du tout. L'ère Roustan n'est pas du tout terminée. Elle va se poursuivre encore pour de longues années. Max Roustan l'a dit. Il se présente comme tête de liste à ces élections. Il restera élu la durée du mandat, si bien sûr la santé le suit. Il est en pleine forme actuellement. Mais étant donné qu'il préfère assurer l'avenir, il a décidé, contrairement aussi à ce qu'on entend un peu partout, de dire, effectivement, en me demandant de venir avec lui, de dire que si jamais, à la fin du mandat, voilà, tout ça devait s'arrêter. Pourquoi n'est-il pas venu, tout simplement ? Pourquoi il n'est pas venu ? Parce qu'il est occupé cet après-midi, donc il m'a dit, écoute, vas-y, il faut être présent, donc va représenter la liste. Je suis numéro 3 sur cette liste, et donc j'ai tout à fait... vous savez, ça fait 28 ans que je suis collaborateur de Max Roustan. J'étais avec lui bien avant son élection à l'Assemblée nationale en 93, et à la mairie d'Alès en 95. J'ai suivi auprès de lui tous les dossiers et je peux tout à fait m'exprimer à la fois sur le bilan assez très bon que nous avons depuis ces dernières années et sur le projet que nous avons bâti. On y va au bilan. On y va au bilan. Au niveau économique, Alès reste une ville pauvre. Elle fait partie des 10 villes les plus pauvres de France. Un taux de pauvreté de 29%, un taux de chômage élevé à plus de 14%. Est-ce qu'au bout de 25 ans de pouvoir, c'est pas désespérant ? Mais pas du tout, c'est un peu pour ça que je suis venu, parce que j'en ai un peu marre d'entendre ça, et je pense que les Alésiens, tout comme moi, on en marre d'entendre, dès qu'on parle d'Alès à la télé notamment, Alès, une ville pauvre, Alès, une ville de chômage, il y en a marre. C'est une réalité. Alors, non, mais c'est une réalité dans les chiffres de l'INSEE. Mais écoutez, quelle est la réalité de la France ? Parce qu'il faut regarder la France. La France est un pays où nous avons des territoires disparates. Et il se trouve qu'en France, le sud de la France, l'arc méditerranéen, est l'endroit où se concentrent la plupart des villes dites pauvres. On pourrait rentrer sur le calcul de ce taux-là, mais c'est un peu compliqué. Et il se trouve qu'effectivement, Alès est sur l'arc méditerranéen et on en est très heureux. Et par ailleurs, effectivement, dès qu'on parle d'Alès, notamment sur les télé nationales, on l'a vu l'autre jour avec la Concombre, ce qui était scandaleux, on explique de la pauvreté. Moi, je veux dire aujourd'hui qu'Alès, contrairement à ce qu'on peut dire, est une ville qui s'est désappauvrie ces 25 dernières années, puisque quand on a pris, à la suite du Parti communiste, la ville d'Alès, nous étions 2e ville la plus pauvre de France. Aujourd'hui, nous sommes la 10e. Mais je veux dire aussi que des villes comme Nîmes, dont on parle rarement pour ça, est aussi pauvre qu'Alès en termes de chiffres, Avignon plus pauvre qu'Alès, Béziers plus pauvre qu'Alès, alors qu'ils ont l'autoroute, ils ont une autre image. Alès est une ville pas riche, n'est pas une ville pauvre. Quant au taux de chômage, là aussi je veux le dire, on parle du bassin d'emploi d'Alès, et on le sait bien que... Alors, prenez pas tout de suite votre temps de parole, on va donner un peu la parole aux autres personnes qui sont sur le plateau. Paul Planck, notamment pour le Printemps alésien. Vous avez une vision du bilan économique qui était assez catastrophique de l'équipe sortante, c'est clair, vous le répétez depuis des semaines maintenant ? Oui, je ne pense d'ailleurs pas que ce soit la responsabilité de l'INSEE de pointer de façon raisonnable et raisonnée les chiffres. Les chiffres parlent, et les chiffres concernant Alès parlent avec dureté vis-à-vis de ce qu'a fait la municipalité jusqu'à présent. Il faut savoir qu'Alès était la capitale des Cévennes, mais aussi la capitale industrielle du Languedoc-Roussillon il y a 30 ans de cela.
Aujourd'hui, l'équipe Toujours en aussi. place a réussi. Aujourd'hui, l'équipe en place a réussi à faire d'Alès la capitale du chômage, de la précarité et de la pauvreté. Vous reconnaissez qu'on part de loin quand même. Je ne dis pas que la situation soit facile. Je pense que tout simplement, la reconversion qui était nécessaire sur ce territoire, après l'ère du charbon, a été complètement ratée par l'équipe qui est aujourd'hui au pouvoir à Alès. Comment on sort de là, M. Planck? Comme on sort de là avec un petit peu moins peut-être de prétention par rapport à la situation, en regardant ce qui se passe autour, en essayant d'aller voir... Des solutions. Tout à fait. Mais c'est une solution. Ce n'est pas forcément qu'à Alès qu'on va trouver la solution. Une des solutions, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de regarder quelles sont les richesses réelles d'Alès. Alès a vécu pendant des décennies sur la richesse de la houille. Aujourd'hui, Alès a d'autres richesses qui sont le soleil, qui sont l'eau et qui sont le vent. Comment, dans ce contexte-là, on peut aujourd'hui valoriser ces énergies naturelles et faire d'Alès la capitale de l'excellence environnementale, y compris à travers le savoir-faire dont disposent aujourd'hui les Alésiennes et les Alésiennes, mais aussi les écoles de pointe, telle l'école des mines qui est à Alès. On a quelqu'un qui a fait l'école des mines ici. Monsieur Toledo, vos solutions à vous, qu'est-ce qu'on fait pour donner de l'attractivité à cette ville? On ne va pas revenir sur le bilan, puisqu'on a deux visions du bilan. Si on est dans l'opposition, c'est qu'on rejoint plus la vision de M. Planck. La République en marche avec le Parti communiste français, ça c'est une nouvelle. Merci d'être venu, M. Toledo. On peut avoir des analyses convergentes. De toute façon, s'il y a cette liste, c'est qu'il y a un problème sur cette ville. Vous allez voir. Donc nous, notre idée, c'est d'utiliser effectivement les atouts d'Alès et de reconstruire l'attractivité autour de ce qui permettra de développer les bases de la silver economy. Nous, on fait le pari aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la silver economy? Alors, la silver economy, c'est une économie basée sur les jeunes retraités qui sont issus du baby-boom et qui aujourd'hui représentent 50% des dépenses de consommation et des dépenses d'investissement. Et c'est eux qui vont créer des entreprises? C'est eux qui vont venir avec du pouvoir d'achat, parce qu'à l'Est, nous manquons de pouvoir d'achat, parce que nous avons juste 30% des Alésiens qui peuvent payer l'impôt sur le revenu. Donc il faut amener du pouvoir d'achat. Ça va générer une base économique, et à partir de cette base économique, on va pouvoir développer des emplois de proximité. En parallèle à ça, il faut ramener de la jeunesse, parce que il faut quand même jouer sur l'avenir. Donc on va aussi travailler sur le fait de conserver notre jeunesse qui aujourd'hui, et les gens qui sont issus des quartiers en difficulté, ne peuvent pas financer des études supérieures. Donc nous allons travailler sur une e-université au sein d'Alès, de façon à permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants faire des études dans d'autres villes, de pouvoir les faire à partir d'Alès. Francis Bassier. Ah pardon, juste un mot, excusez-moi Monsieur Bassier, juste un mot parce que là on peut pas laisser dire ça. C'est vrai que la campagne est le moment où on peut dire tout et n'importe quoi. Monsieur Planck, non mais Monsieur Planck, s'il avait vécu à Alès ces dernières années, mais c'est pas le cas puisqu'il vivait à Saint-Ouen, on en reparlera parce qu'en plus les leçons venant de Monsieur Planck, nous avons hérité d'une ville du Parti communiste avec 25%. S'il vous plaît, on s'entend plus. 25% de taux de chômage en 95 quand nous sommes arrivés à la mairie. Aujourd'hui, 14,8% de taux de chômage, c'est un peu élevé. Et certes, nous y travaillons. Dire qu'aujourd'hui Alès n'est plus la capitale des Cévennes, dire qu'Alès aujourd'hui n'est plus le pôle industriel du Languedoc-Roussillon, l'ex-Languedoc-Roussillon, nous sommes le deuxième pôle industriel de l'Occitanie. Le préfet de région est venu il y a quelques semaines le dire et de dire que le modèle alésien était assez exceptionnel. C'est lui qui l'a dit, c'est l'État qui est venu le dire. Bon, c'est méconnaître son territoire, ça se voit. Dire les filières, penser que c'est autour de la silver economy, même si on l'a développé, et puis l'université numérique Digitales a été créée, donc c'est en cours. Penser qu'aujourd'hui on va développer que l'économie alésienne autour du vent et du soleil, c'est une ineptie, d'autant que vous savez qu'à Alès, nous sommes à peu près leaders dans le développement durable, et j'y reviendrai s'il le faut tout à l'heure dans la troisième partie. Tout à fait. Donc, on va demander. La campagne n'autorise pas tout. On va demander à M. Bassier ce qu'il en pense. Je le vois bien dans ses documents, si jamais il vient dire aux Alésiens, je veux être votre maire, mais c'est un territoire qui s'ouvre, un territoire pauvre, un territoire où il n'y a pas d'avenir, mais restez à Saint-Ouen, monsieur Planck. On vous a entendu. On donne la parole à M. Bassier. Monsieur Rivac, s'il vous plaît. Monsieur Rivac. Francis Bassier, votre vision, votre bilan. Je voudrais dire, il faut rester pragmatique. Voilà. Dans l'affaire de la pauvreté et dans l'affaire du chômage, la responsabilité du maire, quel qu'il soit, n'est que partielle. La plus grande responsabilité vient des gouvernements successifs qui, depuis 40 ans, nous ont amenés dans cette situation. Quand on les entend parler et qu'ils sont dans l'opposition,
ils ont les solutions. Et dès qu'ils sont aux affaires, ils ne les ont pas. Alors vous serez peut-être, vous, demain aux affaires. Vos solutions, monsieur Bassier? Mes solutions, c'est ce que je vous dis, au niveau de maire, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Comment vous les attirez? Donc, pour les attirer, il faut d'abord les accompagner au niveau des structures, au niveau de leur accueil. Il faut essayer de désenclaver la ville autant que faire se peut. Il ne faut pas avoir de fiscalité dissuasive. Moins d'impôts encore? Et ce qu'il faut... Après, ça rentrera plus tard, le problème de la fiscalité. C'est sûr que de diminuer la fiscalité, ou tout au moins de ne pas l'augmenter, c'est très important. Je prends un exemple, l'impôt foncier sur la ville, il faut le savoir, est payé par peu d'Alésiens, puisque nous avons un grand part locatif social. C'est très bien, puisque c'est ce qui fait que nous avons cette pauvreté. Et les pauvres, il faut s'occuper d'eux, il faut les loger. Mais il faut savoir que sur le plan de l'impôt foncier, ça amène rien. Et moi, je prends mon exemple. Je me suis installé à Alès le 2 janvier 1978. La part de l'impôt foncier représentait un demi-mois de loyer. Aujourd'hui, c'est 2 mois de loyer. Mais si on continue comme ça, où on va ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est attirer les gens qui travaillent, les gens qui ont un pouvoir d'achat sur Alès. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que beaucoup de jeunes ménages qui, des fois, travaillent sur Alès ou sur Nîmes, construisent sur Saint-Christol, sur Saint-Hilaire, sur Saint-Privat. Et cette fiscalité de l'impôt foncier qui est sur cette commune, elle n'est pas chez nous. Alors, on voudrait savoir ce que M. Toledo en pense, puisqu'il est en déficit de temps de parole sur ce chapitre. On vient de le dire, c'est-à-dire effectivement, il faut rendre la ville attractive pour des gens qui ont du pouvoir d'achat. Or, les gens qui ont du pouvoir d'achat, ils ne sont pas sur Alès aujourd'hui. Les chiffres le montrent. Donc, il faut absolument rendre cette ville attractive. Il faut donc travailler sur le fond, l'urbanisme, réintégrer la nature dans la ville, et éviter ce qu'on a fait à la place des Martyrs. Moi, ça me martyrise tout seul. Non, mais sérieux, ça manque de verdure. 2000 mètres carrés sur 110 hectares plantés ces 15 dernières années. Donc vous pouvez pas. C'est loupé. Les Alésiens n'y vont pas. La place de la Comédie à Montpellier, elle est. La place de la Comédie à Montpellier, elle est arborée. La place du Capitole à Toulouse est arborée. Il faut des places dans le sud aussi. Mais il y avait aussi beaucoup. Dans le sud, il fait chaud. Dans le sud, il y a du soleil. Alès, c'est une ville où il y a 110 hectares d'espace vert. Ça manque de réflexion. Un coup, je te fais un hôtel, un coup, je te fais un bâtiment à côté, un coup je viens te couper l'ancienne poste et je te mets une passerelle. C'est beau ça sera le pôle du développement économique. Je ne sais pas si ça sera le pôle du développement économique, mais en tout cas, donc, ramener des gens qui ont du pouvoir d'achat et faire le pari de la jeunesse et les faire venir. C'est bien Digitalès, ça sort de quand? On est peut-être un peu à la ramasse, parce que les histoires de e-université, ça date depuis un petit moment. On a toujours un train de retard. Toujours en train de retard. Alors, on est en retard aussi au niveau du temps de parole de M. Planck. Globalement, vous pensez que c'est l'environnement qui va amener de l'emploi? Tout à fait. D'autant que des chiffres sont avancés par M. Rivenc et nous parle de 110 hectares d'espace vert sur la ville. Il faut peut-être rapporter les 110 hectares d'espace vert à la superficie de la ville, qui est de combien? 2200 hectares. 2316 hectares. 2316 hectares. Et donc, on se rend bien compte que c'est une proportion très, très infime. 110 hectares plantés en 25 ans, en plus de ceux qui existent. Mais on est dans les Cévennes, on est autour. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir un débat qui permette à chacun de s'exprimer? Un petit peu de temps. Et d'être que M. Rivenc en permanence. Allez-y. Si vous n'êtes pas des choses, des contre-vérités, M. Planck, je vous laisserai avec plaisir parler. Mais M. Rivenc, je connaissais votre arrogance et ça me permet en même temps de dire que vous êtes très prévisible. Et donc vos angles d'attaque sont connus, y compris vous n'avez cessé, vous allez le faire, parler de Saint-Ouen, ce qui n'est, me semble-t-il pas... Vous tendez la perche. Non, il l'a dit, je ne tends pas la perche, il l'a dit. Vous avez apporté un diplôme de Saint-Ouen. Qui n'est pas la préoccupation première des Alésiens. Cela étant dit, aujourd'hui, je signe et persiste. En effet, il y a sur Alès des richesses énormes. Les habitants, les Alésiennes et les Alésiens, les lieux de formation, mais aussi ce patrimoine naturel que nous avons sur Alès. Et aujourd'hui, je suis, pour ce qui me concerne, parce qu'en effet, j'ai ouvert un petit peu les yeux, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait autour de nous. En effet, je suis assez
je reste sans voix devant l'incapacité de l'équipe actuelle à regarder les propositions nouvelles qui sont faites ailleurs. Je prends un exemple simple. La valorisation de l'eau du Gardon, par exemple. Aujourd'hui, la seule intervention qu'il y ait de la part de la municipalité actuelle sur le Gardon, c'est à l'Esplage, réservé à quelques privilégiés, à quelques nantis. Il y a aujourd'hui des solutions en hydrothermie qui peuvent, par exemple, donner une sortie tout à fait valable et tout à fait positive à l'utilisation raisonnée des eaux du Gardon. Mais il y a aussi, à travers la métallurgie alésienne, toujours présente, la possibilité de réaliser un pôle d'excellence qui pourrait, par exemple, nous proposer de réaliser des éoliennes sur Alès, mais y compris des éoliennes urbaines sur Alès. Alors, ça, ce n'est pas du tout réfléchi aujourd'hui, parce qu'on considère que ce qui se passe ailleurs ne mérite pas respect. Alors voilà quelques idées. On va avancer, passer au deuxième grand thème de ce débat, la sécurité. Vous avez tous des propositions, notamment vous, Francis Bassier. Une proposition qui, je pense, va alimenter vraiment ce débat. Vous voulez armer la police municipale. Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'égalité sans sécurité. La sécurité est la première des libertés. Mais en fait, vous voulez armer la police municipale au regard du manque de policiers municipaux ? Je veux armer la police municipale pour plusieurs choses. Nous assistons depuis des décennies à un désengagement de l'État en matière de police. Lorsque je me suis installé sur Alès, il y avait 160 gardiens au commissariat d'Alès. Aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a dit, ils sont moins de 40. Le résultat, c'est que la municipalité, et ça a commencé sous la municipalité de M. Fabre, et c'est allé crescendo, a été obligée de créer une police municipale, et c'est très bien. Aujourd'hui, vous vous targuez sur votre dépliant d'en avoir 60. Mais à l'époque, l'ensemble des gardiens étaient tous armés. Aujourd'hui, seule la police nationale est armée. Ce qui veut dire que ces 60 policiers municipaux, s'ils sont appelés sur un endroit où il y a du grabuge, comme je dis, ils sont incapables de se défendre. Et ils servent de bouclier humain. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, et on doit tout faire pour les protéger. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a un sondage qui est paru sur une radio périphérique où 70% des Français sont favorables à l'armement de la police municipale. Pas vous, monsieur Christophe Rivac. Alors, c'est un débat très, très important et monsieur Bassier a raison. La sécurité, c'est la première des libertés. Je crois que dans ce domaine comme d'autres, effectivement, nous avons fait beaucoup. Pour vous donner des chiffres, effectivement, vous avez tout à fait raison sur le commissariat central. La police nationale, celle de l'État, a diminué sensiblement ces dernières années. Heureusement pas 40, ils sont 100 au commissariat au lieu de 160 à l'époque. Heureusement, ils ne sont pas 40, mais ce n'est pas suffisant. Et effectivement, tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ne nous ont pas accompagnés. Et Max Roustan est intervenu à de nombreuses reprises, sauf sous Jean-Louis Debré à l'époque, quand Max Roustan était député. Pour autant, c'est vrai que ça a été une des raisons pour lesquelles nous avons dû développer considérablement les effectifs de la police municipale. Après se pose cette fameuse question de l'armement ou non. Max Roustan était très clair. Il a dit qu'il n'était bien sûr pas contre l'armement. Mais pour armer sa police municipale, qui est armée, je rappelle, avec un certain nombre d'armes dont ils peuvent faire usage, c'était que l'État donne des prérogatives à la police municipale pour faire usage des armes dans les mêmes conditions que les autres police et notamment la gendarmerie. Et donc aujourd'hui, malheureusement pour la police municipale, elle n'aurait pas les mêmes capacités à engager leurs armes en cas, c'est uniquement la légitime défense. Et à partir de ce moment-là, Max Roustan, qui veut protéger ses policiers municipaux, ne souhaite pas les mettre en danger. Pour autant, il n'a pas donné un non ferme et définitif. Il demande que l'État aujourd'hui donne des prérogatives. Et nous sommes d'ailleurs en train d'avancer de façon assez remarquable avec le parquet et avec l'État aujourd'hui sur la sécurisation d'Alès. Mais il faut aller plus loin. On arme ou pas ? Pour l'instant, Max Roustan a dit qu'il n'était pas favorable à l'armement tant que la condition d'emploi des armes des policiers municipaux n'était pas identique à celle des autres forces de police. Donc il a demandé aux législateurs, il a demandé au Premier ministre, il a demandé au ministre de l'Intérieur de légiférer en la matière pour pouvoir armer ces policiers municipaux qui, je le rappelle, sont armés puisqu'ils ont des tasers, ils ont un certain nombre d'équipements. On va demander à M. Toledo, si vous voulez bien, ce qu'il en pense. Il faut armer les policiers municipaux, il faut développer les caméras de surveillance. Déjà, Alès, ce n'est pas le Chicago des années 30. Donc, premier postulat dans notre réflexion, c'est de dire qu'il faut que la police municipale puisse travailler en sécurité. Il faut que la police municipale puisse travailler en toute sécurité.
Et il faut que les Alésiens se sentent sécurisés par leur police municipale. Donc ça, c'est deux postulats auxquels on ne peut pas déroger. Qu'est-ce que vous proposez À partir de là, nous sommes partisans de l'usage des armes létales uniquement dans un contexte très limité, qui serait une opération dangereuse, mais concertée avec les autres forces de l'ordre, la police nationale, le GIPN ou le GIGN. Voilà. On ne va pas laisser les gens, les policiers, se promener armés en centre-ville et pouvoir devenir la cible de caillassage ou de choses comme ça. On doit les protéger aussi. Ce serait pire que mieux, en fait, de les armer. Je pense que ça serait pire que mieux. Armés, oui, mais parfois. Paul Planck. Vous savez, nous sommes dans l'actualité du coronavirus. Pour le coronavirus, on met des masques, mais le mieux, c'est que le virus ne se propage pas. Aujourd'hui, vous êtes simplement en train d'aborder la question par la façon dont on va traiter les choses. Je préférerais que nous parlions de prévention. Et un des éléments importants de la prévention serait d'avoir une autre cohésion sociale sur le territoire alésien. Sur la police municipale, je reprends quelques propos qui ont pu être tenus. Quand on dit la liberté, la première des libertés. Moi, au fronton d'une mairie, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. C'est ce thème-là que je préfère privilégier par rapport au terme de sécurité. Alors on travaille en amont. L'urbanisation, par exemple. Même si la sécurité... Solution en amont. Tout à fait. Même si la sécurité est une question à prendre en compte et nos administrés attendent bien cela de nous, la proposition que nous faisons, nous, est de se battre, mais de réussir là où M. Roustan a échoué sur la mobilisation de plus de police nationale sur le territoire d'Alès. En effet, il y a un véritable désengagement aujourd'hui de l'État sur ces questions-là, et de recentrer la police municipale sur des missions qui devraient lui être dévolues. Et en particulier, un rôle de police de proximité qui fait que le policier n'est plus vécu comme un adversaire, mais est vécu comme quelqu'un qui vit au milieu de la population et au milieu des gens. Mais la question, c'est le cas, Alès, mais la question principale, beaucoup, hein. Vous avez vraiment de la peine à entendre les autres. Ah non, mais c'est le cas. Vous ne pouvez pas parler de la police de proximité. C'est véritablement difficile mais vous ne pouvez pour pas dire vous, des contre-vérités, M. Planck, parce que c'est nous sommes à la véritablement télé. difficile La pour vous, police- M. Rivenc. Mais non, pas du tout. La police municipale est en ville, Si. il tous les jours, Tout à fait, en tout à contact fait. avec la population. C'est une Tout à police de fait. proximité, la police Y municipale. compris- Monsieur Toledo, je voulais vous demander, dans tous les quartiers de la ville. vous êtes alésien depuis toujours. C'est Juste une question. incroyable Monsieur qu'on dise des Toledo, choses comme est-ce ça. que vous vous sentez en sécurité à Alès? Centre-ville, C'est une ville oui. tranquille? Centre-ville, oui. Mais il y a des endroits où on ne sort pas. Les Alésiens, il y a des endroits où ils ne vont pas. Il n'y a pas un Alésien qui va vous dire à minuit, je vais aller faire un tour rue de la Cavalerie. Qui doit y aller alors? Qui doit y aller? Rue de la Cavalerie. Que fait le maire d'Alès, que vous serez peut-être dans quelques semaines, dans ce cas de figure? Pas moi. Éric Boucheté, peut-être. Sait-on jamais? On ne vous a pas posé la question d'ailleurs. Oui, donc mais ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a dit, c'est avoir une police qui soit présente. Il faut par contre, il faut avoir une tolérance zéro sur l'incivilité et la petite délinquance. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, et là je vais rejoindre M. Planck, sur le fond, il faut aussi travailler en amont. Parce que ces jeunes ou ces gens qui sombrent dans la délinquance, il y a tout un processus en amont. Il y a de la désœuvrance. Ils se sentent perdus, ils se sentent isolés, ils se sentent rejetés, ils se sentent exclus. Donc si on arrive à combattre cette exclusion et si on leur laisse une chance de pouvoir s'intégrer dans le système et de pouvoir aller au bout, peut-être qu'on arrivera à réduire la délinquance de façon notable et de façon plus intelligente. Monsieur Bastier, Non, mais vous partagez ce propos? Pas du tout. Ce raisonnement, ça fait 40 ans qu'on l'entend. Pas de 40 ans prévention, qu'on alors. a mis, comme dirait Macron, du fric dans les banlieues. Pour quel résultat? Et quand on regarde dans les villes où le Rassemblement national gère la ville, où on prend Béziers, où c'est pas un Rassemblement national, mais l'insécurité a énormément baissé. Et d'ailleurs, les Biterrois vont reconduire leur maire, d'après le sondage de Midi Libre, à 61%. Vous n'êtes Donc ça veut absolument dire pas que pour la cette prévention, alors. politique, elle marche. Et ça veut dire que celle que vous prônez et qui est mise en œuvre depuis 40 ans n'a pas marché. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure et au début, dans la politique que nous avons et dans l'insécurité, il y a une part de la mairie, mais il y en a une encore plus grande de l'État et du système judiciaire. Très rapidement. Alors très rapidement, vous voyez, M. Bassier, je suis l'exemple contraire. Je suis né à Alès, j'ai grandi aux Cévennes, j'ai fait un petit passage dans un quartier que vous devez connaître qui s'appelle les Framoisins à côté de la Courneuve. Et pourquoi je n'ai pas basculé dans la délinquance? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir me cultiver.
Voilà. Donc, si on s'occupe de ces jeunes, on peut arriver à en tirer quelque chose. Et on a compris. Moi, Solution par l'insertion, par la réinsertion. Il nous reste un grand thème dans ce débat ce soir, c'est l'environnement. On connaît l'histoire d'Alès, son passé minier. Est-ce que vous avez toujours, Christophe Rivinc, un temps d'avance en matière d'environnement ? Je crois que clairement, là aussi, comme en matière de développement économique, nous avons un temps d'avance en environnement, puisque nous avons été la première ville de Languedoc-Roussillon à avoir 4 fleurs renouvelées 3 fois par ailleurs. Nous sommes la première agglomération de France à avoir eu les rubans du développement durable à de nombreuses reprises renouvelés. Nous sommes territoire TEPCV, nous avons un label biodiversité, nous sommes zéro phyto. Nous sommes au niveau, c'est-à-dire TEPCV, c'est tout ce qui est autour des énergies renouvelables, et notamment avec le changement de l'ensemble des lanternes de la ville d'Alès en LED. Bien sûr que nous avons un temps d'avance pour une raison simple, c'est que Max Roustan, vous le savez, est apiculteur entre autres choses, et que les apiculteurs et les abeilles, ce sont celles et ceux qui défendent en plus la biodiversité et l'environnement. Contrairement, il n'a pas vu les abeilles, monsieur Roustan. Si, il les voit chaque année. Vous voyez, si vous étiez à Alès aussi, c'est lui qui récolte le miel. Vous voyez qu'il y a encore des choses. On aura tout entendu. Si aujourd'hui monsieur Roustan est apiculteur, alors ça c'est une sacrée nouvelle. Écoutez, alors les Alésiens apprécieront parce que eux le savent. Donc il a du temps pour être apiculteur et il n'a pas du temps pour venir ici sur le plateau. Monsieur Roustan, regardez vos archives, vous verrez que monsieur Roustan récolte chaque année le miel de la ville d'Alès. Les Alésiens apprécieront qu'ils s'occupent plus des abeilles que de s'exprimer en leur direction. Est-ce que vous allez mettre un coup d'accélérateur une fois de plus dans votre programme, monsieur Planck. Alors, en matière est-ce qu'il y a un coup d'accélérateur? Est-ce que c'est suffisant? Les modes de déplacement doux, le covoiturage public, le premier système de covoiturage public inventé en France qui est en train d'être développé, allez-y, qui permet aujourd'hui de diminuer et qui permettra à terme, puisque c'est en cours d'expérimentation, le nombre de véhicules sur les routes. Il y a énormément de bouchons aux entrées, aux sorties de ville. Il y a un secteur, c'est une raison pour laquelle aujourd'hui nous proposons la construction d'un nouveau pont sur le Gardon pour décongestionner le sud de la ville. C'est un dossier qui est en cours aujourd'hui, qui se fera dans les prochaines années et qui permettra de rentrer et sortir plus facilement du cœur de ville d'Alès, qui est un cœur de ville qui, contrairement à ce qu'on entend par-ci par-là, se développe énormément, puisque la circulation se développe. C'est qu'il y a de plus en plus d'activités sur ce cœur de ville, qu'il y a de plus en plus d'activités sur la rocade et qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, qui travaillent sur Alès. Un petit mot quand même, parce qu'on est passé vite sur le chômage. Je rappelle juste ça, parce qu'il ne faut pas laisser dire des choses aussi. Vous pourrez le dire en conclusion, monsieur. Vous pourrez le dire en conclusion. Je pourrais le dire en conclusion, mais la conclusion est positive. S'il vous plaît, laissons parler, avançons dans le débat. Monsieur Planck, sur l'environnement, pour vous, Alès paye le tribut de son passé minier encore aujourd'hui? Non, ne payez pas le tribut de son passé minier. Pour moi, le passé minier est une richesse d'Alès. Aujourd'hui, il faut savoir tourner la page de ce passé-là et il faut se réinterroger sur le devenir de cette ville qui devrait être en transition écologique. On peut aujourd'hui nous présenter Alès comme la ville championne de France, voire d'Europe, voire du monde de l'écologie. Déplacez-vous dans les rues de la ville et vous constaterez de vous-même quelle est la situation aujourd'hui à Alès. Aujourd'hui, il y a très peu de mise en œuvre de mesures écologiques et environnementales. Aujourd'hui, on pourrait très bien avoir, par exemple, des bus qui fonctionnent au biogaz. Ça n'existe pas. C'est prévu, ça arrive. C'est prévu. C'est dans la DSP. Ça fait 25 ans qu'on est aux affaires et on nous annonce les mesures aujourd'hui à un mois de l'élection. C'est intéressant. Mais il y a aussi, par exemple, une démarche qui pourrait être tout à fait envisagée, c'est d'être, y compris au niveau de la collectivité, exemplaire. Et par exemple, l'ensemble des bâtiments municipaux pourraient être retravaillés pour être en énergie positive. Merci. Par exemple, pour être en énergie positive. Les logis Sévenol, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 90% des bâtiments sont A+, et B. Merci de me permettre de le dire. Je ne parlais pas des logis Sévenol, vous faites une petite confusion entre le bailleur social et la collectivité. Oui, mais quel est le bailleur social de la collectivité? Alors c'est vrai que maintenant vous avez trouvé un point de chute chez le bailleur social. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la situation à Alès, et j'ai presque pas envie de répondre à cette question-là, non pas parce qu'elle me gêne, mais parce qu'il suffit de regarder, il suffit d'ouvrir les yeux. Et quand on ouvre les yeux à Alès, la marque particulière à Alès n'est pas forcément sa dimension environnementale. Et y compris, je reprends un propos de M. Rivinc qui parle des 4 fleurs, mais les 4 fleurs ne sont pas nées aujourd'hui. La labellisation des fleurs sur les vignes ne sont pas nées aujourd'hui. Et y compris, on peut s'interroger. Alors certes, on va mettre des jolis petits coquelicots, des jolies marguerites dans les ronds-points, mais est-ce que ça fait développement durable? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Michel Toledo, on ne vous a pas entendu encore sur cette question. Alors déjà, on peut parler de développement durable ou on peut parler d'écologie. On est 4 mauvais élèves. Parce qu'on aurait pu faire du covoiturage pour venir.
Deuxièmement, j'apprends qu'on va faire... Nous étions 4 dans ma voiture et j'amenais des lycéennes qui venaient voir à Paul Valéry aujourd'hui des journées d'immersion à la faculté. C'était une boutade pour détendre l'atmosphère. Donc ça détend peut-être, mais pardon, j'étais le bon élève de l'école. On aurait pu se téléphoner. On apprend qu'on va construire un pont sur le Gardon, mais encore dépenser des sous, bêtement. Il y a un pont qui sert à la rocade, pourquoi pas penser à l'élargir? Parce que ça n'a pas le même rôle. Pourquoi ça n'a pas le même rôle? On a une rocade qui est à 4 voies, qui arrive sur un pont à 2 voies et qui repart sur une 4 voies. À un moment, il faut peut-être un petit peu réfléchir avant de dépenser l'argent des contribuables. Pas pour la réflexion. Ensuite, vous, qu'est-ce que vous proposez? De façon, je suis d'accord, il faut repenser complètement l'environnement sur Alès, mais l'environnement, c'est pas que l'écologie. Donc c'est aussi l'urbanisation. Voilà, on va faire encore des petites touches en veux-tu, en voilà. Donc nous, on a un projet majeur qui est la réurbanisation du centre-ville, en créant une promenade qui partira du Fort Beaumont, qu'on va finir par peut-être un jour réhabiliter et redonner sa place centrale telle qu'il le mérite. Il faut un plan Marshall, l'équivalent d'un plan Marshall pour ce centre-ville. Peut-être un plan Marshall. Ce que ça a fait. Attention. Pour le centre-ville. Un plan Marshall, oui, effectivement. Mais de toute façon, on va se rejoindre puisque vous voulez rénover le marché de l'abbaye. Donc à un moment, c'est sur le passage. Utiliser la richesse, une des richesses d'Alès, qui est l'eau. Je veux dire, aujourd'hui, la seule réponse qu'on trouve sur le fait que ça se réchauffe, pour rendre du confort dans les bâtiments publics ou dans les écoles, on met de la climatisation. Il y a peut-être d'autres mesures transitoires. Il faut peut-être végétaliser les façades ou végétaliser les toitures. C'est prévu dans le projet. Oui, mais vous avez prévu beaucoup de choses, mais on se demande ce que vous avez fait pendant 25 ans. Quoi. Alors, parole à M. Bassier. Pardon. Vous aussi, l'écologie vous intéresse, ça fait partie intégrante de votre programme. L'écologie m'intéresse, mais moi, j'ai absolument pas la même vision de l'écologie que ces messieurs. Moi, je suis absolument contre une écologie punitive. Je suis pour une écologie positive. C'est-à-dire ? Je vais donner quelques exemples. Moi, je suis pour qu'on économise l'énergie. C'est-à-dire, il faut isoler tout ce qui ne l'est pas. Les bâtiments communaux qui ne le sont pas, dont on isole, on climatise aussi, parce qu'avec le réchauffement climatique, les enseignants ont de plus en plus de mal à faire travailler les élèves à partir du 15 mai. On végétalise les toitures, les façades. Pareil pour ce qui est de l'automobile. Attention, moi je ne suis pas contre le covoiturage, je suis pour, mais il faut qu'il soit librement consenti. Vous n'êtes pas Par contre contre, je l'automobile, suis en fait. pour qu'on supprime autant qu'on faire se peut tous les nœuds d'étranglement qu'il y a sur la rocade. On agrandit les routes alors, plus de routes. Il faut supprimer ces nœuds d'étranglement. Je me suis promené sur la rocade. J'ai compté 4 nœuds d'étranglement. 2 minutes perdues par nœud d'étranglement. Ça veut dire qu'on 8 fait minutes. toujours plus de routes 4 pour fois toujours par plus de jour, voitures. ça fait demi-heure. 2 heures et demie par semaine. Ça fait 10 heures par mois, 30 heures par an. Et là, vous polluez. Vous arrivez avec votre voiture, vous freinez. Vos plaquettes de frein s'appuient sur les disques. Émission de microparticules. Vos pneus grippent sur le goudron. Quelle solution alors ? Émission Quelle est votre solution ? Vous Ma agrandissez les solution, routes. c'est de supprimer ces goulots d'étranglement pour qu'il n'y ait plus ces ralentissements. Moi, j'ai rencontré vous m'avez pas Max répondu. Roussel Comment le on jour fait où j'ai fait ma conférence de presse. Hein, et je lui ai posé cette question. J'ai dit, est-ce que, pour la rocade, est-ce qu'on peut la passer partout en 2 fois 2 voies? Alors, et monsieur il m'a Rivard, dit, vous j'ai êtes d'accord. acheté les terrains il y a 20 ans. Alors, Voilà ce qu'il m'a dit. Vrai ou faux? Il m'a dit ça. Il m'a dit, le problème, c'est qu'il y a une partie qui appartient à la commune, une partie au département et une partie à l'État. Tout à fait. Donc c'est difficile, mais au moins faisons ce qui appartient à la commune. Alors, la Peut-être réponse de la qu'après, commune. les autres embrayeront. Bon, là, il y aura un gros projet, mais j'ai l'impression que les sujets sont très courts, donc on ne va pas représenter les projets. Vous le trouverez sur les bons sites internet et bien sûr sur max-rossan.fr. Vous trouverez toutes nos idées, Monsieur Bassier, rassurez-vous. Moi, je rejoins à peu près ce que vous dites. Bien sûr que l'écologie ne doit pas être punitive. Moi, je tiens à dire que quand même sur le bilan, les logis Sevenol qui sont présidés par Max Roustan, Monsieur Planck doit l'ignorer également. Donc il y a eu cette politique depuis plus de 20 ans sur l'isolation de l'ensemble des bâtiments logis Sevenol. Donc on n'a pas attendu et votre arrivée sur Alès et votre projet pour le faire. Je voudrais donner un chiffre
qui est incontestable. Vous êtes né où, monsieur Rivin? Vous êtes né où, monsieur Rivin? C'est le CGCT. Ça fait 30 ans. Vous êtes né où? Je suis né. Je vous demande où vous êtes né. C'est une question simple. Mais non, mais je suis né à Freudenstadt. Mon père était militaire en Allemagne. J'étais baptisé à Saint-Hippolyte-du-Fort le 2 juillet 66 à l'église de Saint-Hippolyte-du-Fort. Et je suis à l'Est depuis 1992 où mes enfants sont nés, depuis 28 ans. D'accord, j'y ai passé plus de temps que vous ces 30 dernières années. Ce que je veux vous dire. Ces 3 dernières années. Ces 30 dernières années. C'est beaucoup plus. Très peu de temps. Non, mais c'est pour ça, mais il faut connaître ces dossiers. Ce qui m'ennuie, c'est ça. Et vous pouvez aller sur le site de l'État, sur le CGCT, vous connaissez, c'est un organisme qui classe. Alès a été classé 7e territoire de France le plus vertueux pour la lutte contre les gaz à effet de serre par l'État. 7e territoire de France. Marseille est le 100e, d'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, expliquer qu'à Alès, l'environnement n'est pas protégé, c'est nier l'évidence, c'est nier la réalité. Quand on sait, aujourd'hui, Alès est la capitale des Cévennes. Alès est la porte des étoiles dans le cadre du RICE. Alès est aujourd'hui la ville-porte du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Tout ça s'est fait au cours des 25 dernières années. Pas que grâce à nous, je vous rassure, mais aussi grâce à nous. Donc aujourd'hui, expliquer qu'en matière environnementale, comme en matière économique, comme en matière fiscale, Alès n'a rien fait depuis de 25 ans, c'est nier quelque part l'évidence. Et en matière de développement environnemental, ça a été les premières missions. Et dernier petit point qui pourrait vous intéresser. La gare que vous aviez promis à la dernière élection municipale, l'écoquartier de la gare. Je peux y revenir sans aucun problème. Vous avez promis lors de la dernière élection municipale. Dès que la SNCF nous cédera les terrains, ce projet. C'est pas votre faute, c'est la faute aux autres. C'est ça. Mais la SNCF est propriétaire. On n'a pas l'occasion de spoiler les gens. Tout à fait. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la 4e fleur. Vous n'avez pas, c'est pas des petites fleurs dans les ronds-points. On était sur la rocade, monsieur Rimac. Développement durable aujourd'hui, et Alès était la première commune. Mais Alès est premier en tout. On vous a compris. Du Languedoc-Roussillon. Ben oui, nous avons ce temps d'avance. Et les Alésiens vont le dire fort et clair le 15 mars. Ça, soyez-en sûrs, monsieur. Les 6009 Alésiens qui touchent moins de 795 € par mois vous entendent et savent qu'on est premier dans toutes les catégories. Messieurs, Michel Toledo. Alors, en parlant d'un temps Mais d'avance, tirez vers le bas. en parlant d'un temps d'avance, il y a quand même un sujet qui m'intéresse et qui est visible par tous les Alésiens. Vous disiez, on a isolé les logis Cévenol, tout ça, c'est super bien. Il y a moins de 10 ans, donc pour les gens qui ont un temps d'avance, c'est quand même assez particulier. Moins de 10 ans, on est venu isoler les Cévennes, les Pré-Saint-Jean, les façades extérieures. Aujourd'hui, on est en train de raser les bâtiments avec l'argent de la population, quoi. Je veux dire, c'est inadmissible pour moi. Ça, c'est pas de la vision. Ça. C'est pas ceux qui ont été isolés qui sont rasés. Non, c'est ceux qui ont été rasés. Ceux qui ont été rasés, c'est ceux où on a fait une première tranche. Attendez, on a fait une première tranche où on a fait des cages d'ascenseur. On a fait une deuxième tranche où on est venu isoler par la façade, et aujourd'hui on est en train de les raser. Donc moi je trouve que c'est un petit peu dommage et ça manque d'ambition. Et on met en décharge sur le quartier de Tamaris. Et on met en décharge sur le quartier de Tamaris. C'est normal, le quartier de Tamaris est un des quartiers oubliés, puisque dans le projet, il ne figure pas. Figure que le faubourg du Soleil et figure que le faubourg de Rochevelle. Dans l'Enrudo, il y aura 130 millions d'euros. Allez, s'il vous plaît, messieurs, on aborde la dernière partie de cette émission. Excusez-moi, j'en termine. Je vais donc vous donner la parole pour conclure. On dirait qu'il n'existe même pas, puisque personne n'en parle. On y revient, monsieur Toledo. On est dans les temps. Allez, on est dans les temps. On aborde donc la fin de cette émission. Vous avez chacun à peu près 1 minute 30 pour conclure, pour mettre en avant un des points forts, ce qui vous semble le plus important pour Alès demain. Monsieur Rivinc, on vous écoute. Non, écoutez, après un débat comme ça qui était à la fois court, qui ne nous a pas permis, bien sûr, d'évoquer tous les sujets, on a bien vu, effectivement, que toute élection est propice à débattre, à s'envoyer des choses à la figure, à, effectivement, plus critiquer que proposer. Pour ma part, effectivement, nous sommes les sortants. Donc, effectivement, c'est le jeu de la politique et de la démocratie que les opposants viennent critiquer, même quand ils ne connaissent pas les sujets. Pour ma part, vous savez, nous sommes très sereins par rapport à ce travail que nous avons conduit depuis plus de 25 ans, avec Max Roustan, avec l'ensemble de l'équipe, une équipe unie, une équipe solidaire, qui a travaillé avec la population dans la co-construction. On aurait pu parler des États généraux, qui ont été un moment magnifique de démocratie participative. C'est frustrant, on ne peut pas parler de tout. Oui, mais c'est pour ça que j'en parle dans ma minute 30, puisque vous m'avez dit que j'avais 1 minute 30. On aurait pu parler de tous ces échanges, cette co-construction, nous mettons en œuvre pour le bien des Alésiens. Moi, j'aime cette ville. J'aime les Alésiennes et les Alésiens. Max Roustan, on le sait. Merci, monsieur Rivac. Et dans cette ville tous les matins. Et nous souhaitons continuer pour garder ce temps d'avance. Donc, dès le 15 mars, ne vous trompez pas, votez massivement pour la liste conduite par Max Roustan. Merci Christophe Rivinc. Francis Bassier, même exercice, 1 minute 30. Alors, je dois dire que dans la vie, il y a le souhaitable et il y a le possible. Et malheureusement, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et le choix, il se fait en fonction des finances. Le possible, alors, monsieur Bassier. Voilà. Et pour faire ce possible, si on ne respecte pas ce choix, soit on crée de la dette, soit on augmente la fiscalité. Alors,
Moi, en priorité, ce que je suis pour faire, c'est la lutte contre l'insécurité. Parce que l'insécurité, ce qu'on oublie, c'est la drogue qui a en dessous de l'insécurité. Et la drogue, c'est le fléau de notre société. Vous savez, j'étais médecin stomatologiste, maxillofacial. On m'endormait environ 720 malades par an. Lorsque j'ai débuté ma carrière, les gens qui se droguaient, on le voit parce qu'ils consomment énormément de produits. C'était des marginaux, c'était des gens qui habitaient dans la Basse-Ardèche, dans la Basse-Cévennes. Aujourd'hui, ça touche toutes les tranches de la population. Et c'est un drame. Et cette lutte contre la drogue, personne ne s'y est vraiment attaché. Et c'est un fléau catastrophique. Merci, la monsieur lutte contre Bassier. la drogue. Merci, monsieur Bassier. Michel Toledo. Moi, je conclurai que pour garder un temps d'avance, il faut tourner la page. Voilà, ça fait déjà une génération complète qu'on a la même équipe à la direction de la ville. Apparemment, s'il y a 7 listes dans la ville, c'est qu'on n'est pas satisfait. Sinon, il y aurait une unanimité. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter non plus. Donc il faut passer à autre chose, créer un autre modèle, repenser, oublier. Je pense qu'il faut oublier d'imaginer qu'un jour, une entreprise sortie d'un de ses eaux va venir créer 200 emplois. L'industrie, c'est fini. L'industrie à Alès, l'industrie, c'est fini. L'industrie, c'est 14%. C'est 14% des emplois en France. C'est 14%. 75%, ce sont des emplois de service. Et l'industrie, vous n'avez rien fait, parce que de toute façon, toutes nos industries sont parties. Et pour une raison très simple, on n'a pas réussi à désenclaver cette ville. Le dernier en date, c'est la société Boustit qui voulait s'implanter, créer 500 emplois et qui a dû partir dans la région de Lyon. Les entreprises qui déposent le bilan, oui, je sais, oui. On le sait, oui. Malheureusement, oui, on peut en parler. Ouais. Oui. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est redonner à cette ville un nouveau souffle, lui donner des perspectives, lui donner de l'espoir et combattre le vrai problème qui est l'isolement des populations et l'exclusion. Merci Michel Toledo. Le mot de la fin pour vous, Paul Planck. Oui, écoutez, nous, quand nous serons élus donc, au soir du 22 mars, notre priorité sera de redonner le pouvoir aux Alésiennes et aux Alésiens. Et cela étant dit, nous l'énonçons dans notre programme parce que nous allons avoir une démarche innovante en la matière. Le temps d'avance, il est vraiment là, en donnant la possibilité aux Alésiennes et aux Alésiennes de régir l'ordre du jour du conseil municipal à travers, par exemple, des délibérations d'initiatives citoyennes, mais aussi à travers des commissions extra-municipales qui seront systématiquement élargies, en dehors des élus, à des membres de la population. Il ne s'agira pas de concertations telles celles qui ont été organisées sur le cœur de ville ou l'ANRU, où participent une dizaine de personnes dans des quartiers qui concernent des quartiers comme les Pré-Saint-Jean et où on fait des réunions en centre-ville, organisant de cette façon-là le fait que les gens ne puissent pas participer. Voilà l'axe majeur de notre politique, redonner et donner le pouvoir aux Alésiennes et aux Alésiens. Ensuite, on a annoncé un autre ensemble de mesures, et je pense en particulier, pour revenir sur la question économique et environnementale, il y a aujourd'hui à l'Est, je le disais, une véritable richesse à travers cette histoire alésienne. Et l'histoire alésienne, à la différence de ce qu'a dit M. Rivenc, je la connais. Mais quand on ne connaît pas l'histoire, on raconte des histoires. Et aujourd'hui, cette équipe nous raconte des histoires. Et si vous voulez, ce qui sera central pour nous aussi, c'est de se servir de ce patrimoine à travers, par exemple, les friches industrielles et les friches ferroviaires qui existent aujourd'hui sur Alès et de redévelopper soit des tiers-lieux, soit des écoquartiers pour redonner donc de l'activité aux entreprises du bâtiment, par exemple, sur Alès. Alors oui, merci, nous allons réveiller cette belle endormie, nous allons la mettre dans son temps et le temps qui vient sera le temps du printemps alésien. Merci beaucoup, merci à vous 4 d'avoir participé à ce débat. C'est toujours frustrant, on n'a jamais assez le temps. Je vous dire aussi, 3 autres listes, précisons, sont annoncées pour ce premier tour des municipales à Alès. Il s'agit de Fabien Gabillon, qui est tête de liste de Alès est à vous. Également Jérôme Garcia, tête de liste de Faire entendre le camp des travailleurs pour lutte ouvrière. Et enfin Marc Perroche, tête de liste Alès en commun. Merci à vous de votre attention, de nous avoir suivis. Cette soirée consacrée au municipal se poursuit sur France 3 Occitanie. Nous vous proposons tout de suite un autre débat, un débat citoyen. On va parler des centres-villes, ça va vous intéresser. C'est avec Anne-Sophie Mandroux tout de suite, alors restez avec nous.